Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Nous sommes ravis de vous accueillir pour parler des recrutements de cadres, nos prévisions de recrutement de cadres pour 2023. Je vais laisser tout de suite la parole à Gilles Gâteau, directeur général de l'APEC, et Pierre Lamblin, directeur des études. Avant ça, juste quelques petits conseils pratiques. Vous avez un onglet chat en bas à droite de votre écran. C'est pour se dire bonjour, pour se partager quelques infos. Puis vous avez un onglet questions. Donc, si vous avez des questions pendant ce webinaire, je vous invite à les poser dans l'onglet questions. Et on aura des temps de questions-réponses avec Pierre Lamblin pour prendre toutes vos questions. On est ensemble jusqu'à 18 h. Merci encore d'être présent. Et je laisse tout de suite la parole à Gilles Gâteau pour un mot d'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes un peu plus de 220 inscrits pour ce webinaire des professionnels de l'emploi dans le périmètre du Syntec ou dans le périmètre du Prisme. En tout cas, tout acteur finalement qui avait certainement profit à prendre connaissance des études qui vont vous être présentées dans un instant, qu'on a présentées il y a quelques jours à la presse et pour lesquels on va pouvoir rentrer un peu plus en détail avec les équipes des études avec vous dans un instant. Juste un mot pour vous dire que l'APEC, vous connaissez. C'est un outil qui est à votre disposition. On est dans le monde paritaire disponible pour les cadres, pour les jeunes diplômés, pour les entreprises, les TPE-PME. Mais aussi pour vous, tous les intermédiaires et les acteurs du recrutement, de la compétence. Et c'est important pour nous qu'on essaye de toujours mieux répondre à vos besoins. Vous savez qu'on est très complémentaires, qu'on est des partenaires, en aucun cas des concurrents. Et donc, c'est pour ça qu'on partage avec grand plaisir toutes nos connaissances, toutes nos études, tous les éclairages qu'on peut vous apporter, mais au-delà de ça, même tous les outils qu'on peut élaborer et qu'on veut partager avec vous au quotidien. Voilà. Vous verrez une nouveauté cette année, puisque ce n'est pas la première fois qu'on partage avec vous notre panel annuel d'intention de recrutement. Mais cette année, on a voulu lui donner une dimension un peu plus large, on va dire, un peu plus européenne. Et donc, on aura un éclairage sur des pratiques de recrutement en Europe, dans un certain nombre de pays européens qui peuvent nourrir, on l'espère en tout cas, que vous apprécierez ce partage, une réflexion sur ce que sont les bonnes pratiques de recrutement aujourd'hui dans un marché toujours plus tendu et toujours, vous le savez, extrêmement bien orienté encore en 2023. Et sans plus attendre, je passe la parole à Pierre, notre directeur des études. Merci Gilles, bonjour à toutes et à tous. En effet, je vais revenir quelques instants donc avant de répondre à vos questions aussi en live, si je puis dire, au-delà du fil de discussion et de questions-réponses que vous avez à votre disposition. Donc, ma présentation sera faite en trois parties. S'agissant des recrutements de cadres, déjà faire un premier bilan de ce qu'il en a été en 2022. Pour venir dans un second temps sur les prévisions de recrutement de cadres donc en France en 2023, donc via notre enquête annuelle, on dit du panel, hein, c'est un jargon le panel puisque c'est un échantillon représentatif d'entreprises, donc ce sont 8000 entreprises qui sont interrogées chaque année, donc entre décembre et fin novembre et fin janvier, donc sur les réalisations passées, mais aussi sur les prévisions à venir. Donc, je viendrai dans un second temps sur les prévisions 2023 et puis dans un troisième temps sur les difficultés et de quelle façon les pallier au travers donc, de cette étude qu'a évoquée Gilles Gâteau, cette étude inédite sur les pratiques de recrutement, puisque notre souhait, lorsque nous avons
retenu cette étude dans le cadre du programme annuel d'études, c'était d'aller explorer les innovations en matière de pratiques de recrutement au-delà du périmètre français, donc dans 6 pays européens, dont la France, donc à savoir l'Allemagne, le Royaume-Uni, mais aussi l'Espagne, la Suède et l'Estonie. Donc venons dans un premier temps sur les premiers résultats. Et donc le bilan 2022, dans une année qui, je rappelle, était un peu plus complexe, parce que je vous renvoie aux prévisions que nous avions présentées à la presse en avril 2022, en 2 temps, si je puis dire, puisque c'était suite au démarrage du conflit, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, donc quelque chose qui était complètement imprévisible, donc que personne n'avait anticipé, bien sûr, qui n'était pas intégré lorsque nous avons interrogé les entreprises fin 2021, début 2022. Et c'est pour cette raison que nous avions revu légèrement à la baisse les prévisions 2022. Et aussi, je rappelle, un contexte de conjoncture qui était incertain en début d'année 2022. À l'arrivée, vous le verrez, donc des résultats qui sont assez plutôt très très bons, puisque ça démontre la forte dynamique et la forte résilience du marché de l'emploi cadre. Donc ce premier graphique pour illustrer donc l'évolution donc des recrutements de cadres, puisque on remonte assez loin dans le temps, puisque l'enquête annuelle est la plus ancienne de l'APEC. Donc tout ça pour dire que en 2022, le secteur privé a atteint un nouveau cap, avec un niveau record de recrutement de cadres, puisque le cap des 300 000 embauches a été dépassé, même atteint et dépassé, donc avec 308 300 recrutements, soit 15% de plus qu'en 2021, et ce beaucoup plus, de façon plus importante que ce qui était prévu, puisque je rappelle la prévision révisée que nous avions publiée en avril 2022 était autour de 282 000. Donc les entreprises ont recruté beaucoup plus que prévu, bien sûr sous l'effet d'une conjoncture qui était au rendez-vous, mais aussi l'investissement. Je rappelle, quand les planètes, si je puis dire, sont alignées, à savoir la croissance, mais aussi les investissements, ce sont les investissements qui tirent les recrutements, s'agissant des recrutements de cadres, je le rappelle, mais aussi la croissance et également le remplacement des départs à la retraite dans une moindre mesure. Et là, en 2022, croissance, mais surtout investissement ont été au rendez-vous. Donc, ce qui souligne cette forte croissance et ce niveau record atteint. Donc, ce graphique également nous montre également les variations dites conjoncturelles, sous l'effet de différentes crises. On voit très bien la crise de 2008-2009 avec l'effondrement des recrutements de cadres, puisque à l'époque, donc le marché s'est effondré avec moins 28% de cadres recrutés dans le secteur privé. Là, on parle bien des recrutements en CDI et en CDD d'1 an et plus. Donc, les CDD courts de moins d'1 an ne sont pas intégrés. Donc, c'est un nouveau cap qui a été franchi. Donc, donc, s'agissant des recrutements externes, et nous mesurons également dans le cadre de cette enquête les promotions dites internes, à savoir celles de non-cadres en cadre. Et là également, un volume de promotion qui a également augmenté, plus 14% entre 2021 et 2022, à un niveau de 63 500 promotions. Nous faisons l'hypothèse que, faute de pouvoir trouver tous les profils dont les entreprises avaient besoin pour satisfaire le besoin en compétences qualifiées, pour pas dire pointues, les entreprises ont pu se tourner aussi vers l'interne et recourir davantage à la promotion. Toutefois, donc ça c'est qu'on observe sur l'histogramme, donc cette évolution à la hausse, un niveau élevé,
sans toutefois retrouver les niveaux records qu'on a pu connaître au début des années 2000, hein, à savoir près de 100 000 promotions de non-cadre en cadre à l'époque. La courbe du haut nous montre le pourcentage que représentent les promotions internes, donc de non-cadre en cadre, dans l'ensemble des postes pourvus. Donc, l'ensemble des postes pourvus est constitué du cumul recrutement externe plus promotion interne. Et on voit bien que ce ratio-là ne varie pas trop dans le temps, il est assez stable, on est aux alentours de 17-18% avec des pics certaines années. Donc, c'est une stabilité qui traduit bien qu'aujourd'hui, on est toujours sur le ratio de 1 poste cadre sur 6 qui est pourvu par voie de promotion interne. L'essentiel des postes pourvus l'étant par l'arrivée chaque année des jeunes sur le marché du travail. On le mesure très bien dans une autre enquête sur laquelle je ne reviendrai pas parce que le temps imparti est limité, mais vous pourrez consulter l'étude qui est parue la semaine dernière également, donc celle sur l'insertion des jeunes diplômés. Et bon nombre de jeunes diplômés de niveau Bac+5 accèdent directement sur un poste cadre, soit dans la première année, soit dans les 3 années qui suivent l'arrivée sur le marché du travail. Donc un ratio stable donc, de promotion par rapport à l'ensemble des postes pourvus. Qu'en est-il maintenant de cette dynamique, de cette forte dynamique du marché de l'emploi cadre constatée en 2022 au niveau des régions? Donc là, toutes les régions, et je dirais la même chose quand on viendra sur les niveaux d'expérience ou les secteurs, donc toutes les régions ont bénéficié de cette dynamique, vous le constatez ici, notamment, je vais commencer par elle, donc l'Île-de-France, puisque c'est la première région recruteuse de cadres, avec près de 150 000 recrutements de cadres en 2022, donc c'est près d'un recrutement sur 2. C'est en lien aussi avec le poids que représentent les effectifs de cadres en Île-de-France par rapport à la France, donc une grande proportion de cadres réside et travaille en Île-de-France, et c'est là où se recrute le plus de cadres, donc un cadre sur 2 est recruté en Île-de-France. Et deuxième région de France, donc c'est Auvergne-Rhône-Alpes qui reste en numéro 2, Provence-Alpes-Côte d'Azur également, troisième région de France, devant Hauts-de-France et Occitanie. Voilà le top 5 des régions, si je puis dire, avec des variations dans toutes ces régions qui restent fortes, pareillement aussi dans dans toutes les régions de l'Hexagone. Je rappelle que cette enquête annuelle ne porte que sur la France métropolitaine. Et nous agrégeons pour des raisons, on va dire, techniques, Provence à la Côte d'Azur avec la Corse, puisque la majorité, l'essentiel des recrutements et des cadres se trouvent en PACA. Qu'en est-il maintenant des profils qui ont été recrutés en 2022? Donc là, ce qu'on observe, c'est que là également, cette dynamique du marché a profité à tous les profils, à tous les niveaux d'expérience, qu'ils soient débutants, donc ces cadres ayant moins d'1 an d'expérience, ou les plus seniors à l'autre extrême, donc puisque nous catégorisons en quatre groupes, donc les moins d'1 an, ceux entre 1 et 5 ans, ceux entre 6 et 10 ans, puis les plus de 10 ans d'expérience. On isole également les plus de 20 ans, j'en parlerai, même si ça ne figure pas ici sur le graphique. En tout cas, ce que vous voyez ici sur le graphique, c'est que cette dynamique a profité à l'ensemble, sachant que le cœur de cible recherché par les recruteurs, c'est bien autour des 1 à 10 ans d'expérience, puisque ça concerne près de un peu plus d'un recrutement sur 2 autour de cette cible-là, et que la dynamique, là aussi, a bénéficié plus fortement qu'une année normale, certainement aux jeunes comme aux plus seniors, puisqu'il y a eu
vraisemblablement des effets report compte tenu des difficultés de recrutement de la part des recruteurs, faute de pouvoir trouver le profil idéalement recherché ayant cette expérience entre 1 et 10 ans. Donc, ça a bénéficié vers les plus jeunes avec moins d'expérience, quand c'était le cas, ou dans d'autres cas, vers plus d'expérience pour les plus seniors. Puisqu'on constate, juste pour terminer sur cette slide, on constate là aussi des écarts à la hausse entre la prévision que nous avions faite en début d'année 2022 et la réalisation 2022, à savoir qu'il y a davantage de jeunes qui ont été recrutés que ce qui était prévu, et également davantage de seniors, de cadres plus expérimentés qui l'ont été sous l'effet de cette dynamique du marché. Alors peut-être on peut, j'enchaîne, hein, s'il n'y a pas de questions, je continue et n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions. On y répond soit sur le fil de discussion ou soit j'en prendrai 2 ou 3 au cours de mon intervention. Maintenant, venons à 2023, donc, dont certains résultats peut-être vous les connaissez bien évidemment, puisque, comme l'a dit Gilles Gâteau, nous avons présenté les résultats à la presse nationale, mais aussi en région. Hein. Il y a eu des conférences dans chacune des régions en France métropolitaine, et il y a eu beaucoup de reprises dans les médias, aussi bien au niveau national que dans la PQR. Donc, quelques mots sur ces prévisions avec ce premier graphique. Donc, présenté un peu différemment, puisque là, on n'a pas de courbe, mais on a un histogramme. Et donc, il montre bien donc cette forte évolution, puisque, vous voyez, si on se situe avant la crise sanitaire de 2020, on était à un niveau de 280 000 recrutements en 2019. La prévision 2022 révisée était à 282 000. En 2022, on a fait bien plus, à 308 300. Et pour 2023, que nous disent les entreprises qu'on a interrogées, hein, donc c'est bien le reflet, cette prévision est bien le reflet de ce que nous ont dit déclaré les entreprises lorsque nous les avons interrogées, hein, donc sur ce qu'elles pensent réaliser en termes de recrutement de cadres en CDI et en CDD d'un an et plus. Donc, c'est un niveau assez comparable, bon, très comparable, à celui de 2022, puisqu'on est à 300 800 par rapport à 300 300. Donc, c'est un niveau quasiment équivalent. Donc, là aussi, certainement, ça traduit une prudence de la part des entreprises dans un contexte qui reste quand même compliqué, pour ne pas dire incertain. Vous le savez, il y a cette crise énergétique qui contrarie beaucoup de secteurs. Il y a eu ces difficultés et elles existent encore, elles perdurent pour certaines matières premières. La croissance pour 2023, elle n'est pas du même niveau que celle de 2022. Hein. On était à 2,6% en croissance du PIB en 2022. On est sur beaucoup moins, si on prend les prévisions de la Banque de France ou de l'INSEE. Donc, ce n'est pas du même ordre, même si l'investissement resterait soutenu. Il y a tout ce contexte avec le conflit qui perdure encore en Ukraine. Donc, tout ça crée un climat d'incertitude. Donc, il y a des aléas, bien sûr, à cette prévision. Je rappelle que cette prévision a été, elle s'appuie sur une interrogation qui a été réalisée avant l'annonce de crise, de ce qu'on a observé dans certaines banques aux États-Unis ou en Suisse. Hein, je le rappelle. Voilà. Donc, aussi un climat qui peut être aussi pesant à certains, qui rajoute donc un peu de complexité à ce niveau d'incertitude. Voilà, donc un niveau quand même qui reste élevé pour 2023, avec cette prévision de recrutement de cadres. Là, de la même façon, qu'en est-il dans les régions?
Alors, si en 2022, on avait une progression dans toutes les régions, ce n'est pas le cas pour 2023, puisque vous le voyez sur le graphique avec des couleurs différentes. Nous avons 5 régions qui… en fait, on a 3 groupes de régions dont l'évolution est différente pour 2023. Donc, vous avez différents types d'évolutions. Vous avez des évolutions comparées entre 2023 et 2022 et aussi la comparaison par rapport à 2019. Donc, la comparaison par rapport à 2019, c'est la plus foncée. La comparaison par rapport à l'année précédente, donc c'est le chiffre qui est entouré d'un carré rouge. Et ce qui se détache, ce sont les 5 régions qui sont colorées en vert, à savoir l'Île-de-France. Je les prends dans l'ordre décroissant du volume de recrutement de cadres, à savoir l'Île-de-France, Auvergne-en-Alpes, Provence-Côte d'Azur et Corse, Occitanie et aussi Pays de Loire, dont l'évolution est à la hausse. Voilà. Donc, ça montre que la progression se poursuit dans ces régions qui sont portées par le dynamisme de secteurs dans les services à forte valeur ajoutée, que sont les activités informatiques numériques, mais aussi l'ingénierie R&D ou d'autres activités comme le conseil, qui sont fortement présentes dans ces 5 régions. Un deuxième groupe de régions qui est légèrement en retrait par rapport à 2023, mais qui reste à des niveaux de recrutement élevés toutefois. Il s'agit de la Bretagne et aussi de Centre-Val de Loire et aussi de Normandie. Je ne vais pas vous citer tous les chiffres parce que je ne vais pas vous citer mon chiffre. Tous les chiffres, vous les avez sur le support. Il sera de toute façon en ligne, accessible et de la même façon que nos publications, hein, si vous voulez retrouver tous ces chiffres. Voilà. Et le troisième groupe de régions, donc, qui est moins bien orienté pour 2023. Donc, il s'agit de Hauts-de-France, mais aussi de Grand Est, de Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine. Alors, Hauts-de-France, alors les raisons sont diverses selon les régions. Si je prends Hauts-de-France, pourquoi c'est moins bien orienté? Parce que nous avons un secteur industriel qui est plus présent en Hauts-de-France, qui est plus affecté par les crises actuelles, notamment l'effet des coûts de l'énergie, notamment, mais aussi les variations des coûts des matières premières, notamment, mais aussi d'autres raisons dans d'autres secteurs, comme la distribution spécialisée, qui est affectée par la baisse de la consommation des ménages, à commencer par cela. Enfin, les régions que j'ai citées, comme le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté ou Nouvelle-Aquitaine, là, c'est une hétérogénéité de facteurs qui traduisent cette moins bonne orientation, à savoir dans des domaines comme la construction, mais aussi dans des services qui sont à moins forte valeur ajoutée que ceux que j'ai déjà évoqués, à savoir des secteurs comme l'immobilier ou des services connexes qui ne sont pas directement liés aux entreprises. Et enfin, les volumes, toutefois, restent élevés dans ces régions. C'est quand même à noter. Voilà, donc ce n'est pas un effondrement, mais c'est une légère baisse. Et à l'inverse des 5 régions qui sont en tête du peloton, si je puis dire, elles restent moins bien orientées. Venons-en maintenant aux prévisions par secteur. Donc, les services à forte valeur ajoutée, donc, c'est eux qui portent, c'est vraiment eux qui portent la dynamique du marché de l'emploi cadre, hein, puisqu'ils représentent à eux seuls 174 000 recrutements. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ces services à forte valeur ajoutée? On y retrouve les activités informatiques, mais aussi de télécommunications. Bon, informatique pour pas dire le numérique,
Là, on a une évolution à la hausse, plus 4%, mais aussi l'ingénierie R&D. Donc, ce sont tous les bureaux d'études chez les donneurs d'ordre, mais qui travaillent en étroite collaboration avec toute la sous-traitance dans des secteurs comme l'aéronautique, l'automobile, mais aussi d'autres secteurs dans l'industrie et aussi des services. Troisième activité, donc activité juridique, comptable et conseil, qui font partie de ces services à forte valeur ajoutée. Enfin, banque et assurance et communication et médias. Donc, ce sont ces secteurs qui ont toujours été des très forts moteurs du marché de l'emploi cadre et qu'on retrouve en bonne place. Bon, c'est assez logique, vous allez me dire, puisque c'est lié à toutes les transformations qui sont en place depuis un moment. Donc, je pense aux transformations numériques, mais aussi la transition écologique qui est en place, dont on parle de plus en plus, et qui impacte tous ces secteurs-là. Et tous ces secteurs-là, bien sûr, sont concernés. Je passe à la slide suivante. Alors, si on a des secteurs très moteurs, en revanche, on a d'autres secteurs dont on observe une moins bonne orientation. Donc, c'est le cas des autres activités qui sont à moins forte valeur ajoutée ou avec des moins forts taux d'encadrement que les secteurs que j'ai évoqués auparavant, puisqu'on reste sur des niveaux élevés, puisqu'on a seulement une baisse de moins 1% sur les autres services. Si maintenant je parle de l'industrie, on observe une stabilité entre 2023 et 2022, entre la prévision et la réalisation l'an dernier, donc à des niveaux assez comparables à 2019, vous le voyez sur le graphique. L'industrie donc recruterait, je parle au conditionnel, recruterait jusqu'à 39 000 cadres en 2023. Alors, avec là aussi une hétérogénéité entre secteurs, donc des secteurs plus en souffrance, nous pourrions dire, donc comme la chimie, la pharmacie, même si ce n'est pas là où on retrouve des gros volumes de recrutement. Chimie, pharmacie, ça fait 5400 recrutements en perspective 2023. Et également, dans toute la transformation des plastiques et des caoutchoucs, là, on est sur 1200 recrutements en perspective. Ce sont quelques exemples que je vous donne. À côté de cela, dans l'industrie, on a des secteurs qui restent très bien orientés. C'est le cas de l'aéronautique, qui, avec l'automobile en secteur qu'on agrège, devrait recruter jusqu'à 6500 cadres en 2023. Autre secteur en souffrance, c'est le secteur du bâtiment, de la construction, avec une prévision en retrait de 7% par rapport à 2022. Et enfin, alors c'est en lien avec aussi la conjoncture, moins de mise en chantier, moins de perspectives d'achat par les personnes. Donc, et enfin, le secteur du commerce avec une baisse de moins 9% donc, par rapport à 2022, en lien avec la consommation des ménages, mais aussi la hausse des prix, des coûts de bon nombre de produits, de matières premières qui ont un impact, bien sûr, sur ce secteur d'une manière ou d'une autre. Venons à la slide suivante. Donc, cette fois-ci, maintenant, avec l'éclairage par fonction. Pour souligner, une fois encore, ce n'est pas nouveau, c'est ce qui structure le marché de l'emploi cadre en France. Ce sont trois fonctions qui portent le marché, qui sont des vraies locomotives du marché de l'emploi cadre, donc qui représentent à elles trois donc, un recrutement sur deux.
chez les cadres du privé, donc à savoir l'informatique, donc en lien avec le fort dynamisme des activités numériques informatiques. Première fonction recruteuse de cadres, donc qui l'était déjà les années précédentes, qui le reste en 2023, même s'il y a une légère baisse en nombre de cadres recrutés dans cette fonction-là, on reste sur un niveau très élevé, 62 000 cadres recrutés dans cette fonction. Alors, derrière cette fonction-là, on a vous le savez, on a une myriade de métiers. Dans la data, dans le cloud, dans la cybersécurité, dans la chefferie de projet. Voilà, c'est tous ces métiers-là qu'on décrit en long en large. J'en profite pour faire un peu de publicité sur nos publications. Donc, dans l'univers des métiers et dans nos fiches métiers qui sont, je le rappelle, les plus consultées sur apec.fr par les jeunes diplômés, par les candidats, mais aussi par bon nombre d'entreprises. Voilà sur l'informatique. Deuxième fonction recruteuse de cadres, c'est la fonction études R&D, avec un peu moins de 50 000 cadres recrutés en perspective 2023. Donc, c'est un peu plus qu'en 2022. On était à 47 000. Là aussi, c'est tiré par l'investissement, par l'innovation. Donc, ça traduit aussi un effort soutenu en la matière, dans le domaine innovation, recherche aussi, au-delà de ce qui se fait dans les bureaux d'études, et aussi en lien avec les activités ingénierie et R&D. Donc une fonction qui, je le rappelle, est une fonction aussi traditionnellement d'insertion pour bon nombre de jeunes diplômés. Troisième fonction recruteuse de cadres, c'est la fonction commerciale et marketing dans une moindre mesure. C'est le commercial qui fait la plupart des recrutements, je le souligne. Là également, on a un peu moins de 50 000 cadres recrutés qui devraient être recrutés en 2023, quasiment autant qu'en 2022. Là aussi, on a toujours besoin de commerciaux, quelle que soit la conjoncture, j'aurais tendance à dire. Et ensuite, on retrouve donc toutes les grandes fonctions qu'on a dans toutes les entreprises. Donc, notamment tout ce qui est autour de l'administration, mais aussi la finance, comptabilité, mais aussi la production industrielle, chantier, donc en lien, bien sûr, avec le secteur industriel, chantier avec la construction, et tout ce qui est connexe support à la production, avec tout ce qui est achat, qualité, maintenance, logistique et sécurité, où on retrouve aussi bon nombre de recrutements et de cadres qui devraient être recrutés en 2023. Voilà, ça c'était mon deuxième temps de présentation. Pour venir sur le troisième temps, à moins que l'on prenne deux, trois questions. Ouais. Merci Gaël. Non, mais restez. D'accord. Juste des questions sur les salaires. Une visibilité sur les salaires en 2022-2023. Comment se pose avec la question des salaires dans ce contexte de forte dynamique du marché? D'accord. Alors, déjà pour dire que nous allons publier chaque année, nous avons un baromètre sur l'évolution de la rémunération. Et la prochaine publication est prévue pour fin juin prochain. Et elle intégrera, comme chaque année, un éclairage sur les écarts de salaire entre les femmes et les hommes chez les cadres. Je vous rappelle qu'il était dans la dernière mesure que nous avons effectuée il y a un an, on était sur 7,3, 7,4 un écart. Donc, dit autrement, les hommes, les cadres masculins gagnaient 7,4% de plus que les femmes cadres à profil identique. Et en médiane, on était à 15% d'écart. Alors, on a publié, vous retrouverez la publication, puisque la dernière publication date de juin 2022, sur les salaires. Nous avons aussi un éclairage sur les salaires au travers de l'enquête, la récente enquête donc, publiée la semaine dernière sur les jeunes diplômés, donc sur l'insertion des jeunes diplômés. Donc la dernière promotion des jeunes diplômés, donc celle des jeunes diplômés arrivés sur le marché du travail est promue en 2021.
Donc, on a interrogé 1 an. Donc, qu'est-ce qu'il en est de leur situation 1 an après l'obtention du diplôme? Et là également, on a un éclairage sur le salaire de ceux qui sont en emploi. Et sauf erreur, Gaël, on était à 32 000 € de salaire brut annuel pour les jeunes diplômés en emploi. Donc, on est sur les niveaux Bac plus 5 et plus, je le rappelle, pour ceux en emploi, bien évidemment. Donc, et on avait un salaire en hausse, puisqu'on était à 30 000 € auparavant. Voilà. Et de mémoire, chez les cadres, on est à 51 000 €. 51 000 € en médiane de salaire brut, fixe et variable. Puis souligner aussi qu'on va là ensuite parler des difficultés de recrutement. Et c'est vrai que dans ce contexte de forte dynamique du marché, il y a des difficultés à recruter. Et on a vu aussi dans nos enquêtes que les entreprises étaient davantage prêtes à faire des efforts en matière de rémunération à l'embauche. 56, j'ai vu dans la réponse à la question que 56% des entreprises ont revu au moins une fois la rémunération à la hausse en 2022 pour faire aboutir un recrutement. C'était que 47% en 2021. Donc, voilà, il y a aussi des efforts de la part des entreprises qui sont faits pour pouvoir recruter dans ce contexte de marché très dynamique. Une autre question, Pierre. Oui, je voulais juste rajouter par rapport à ce qu'a dit Gaël, qui est important, c'est d'avoir toujours en tête, quand on est recruteur, le premier critère mis en avant par les candidats, c'est la rémunération. Quand ils cherchent à changer d'entreprise, le premier critère qui arrive en avant, c'est la rémunération. Et si on en a d'autres, comme l'évolution professionnelle, les conditions de travail, l'ambiance, la relation avec la hiérarchie. Également, un critère qu'on suit de près, c'est le fait de rejoindre une entreprise qui propose un dispositif de télétravail. C'est de plus en plus important aux yeux des cadres. Aujourd'hui, vous avez un peu plus d'un cadre sur 2 qui ne rejoindrait pas une entreprise qui ne propose pas de solution de télétravail. Donc, le critère, tout ça pour dire que le critère rémunération, aujourd'hui, occupe une place importante dans un contexte, vous le savez, d'hyperinflation. On a eu 6-7% d'inflation en 2022, 6% de mémoire. On est à peu près sur la même tendance pour 2023. Donc, c'est à la fois important pour ceux qui sont en poste, mais c'est aussi un critère qui devient de plus en plus important pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi et qui changent d'entreprise. Dans un contexte de marché qui est dynamique, donc ça, on le sait, c'est mécanique. Quand la conjoncture est favorable, et on l'a vu en 2022, le marché a été dynamique sous l'effet de la conjoncture, sous l'effet de l'investissement, mais aussi en lien avec le fait qu'on a eu aussi davantage de cadres qui ont changé d'entreprise. Donc, on le verra dans les prochains mois. Et vous pouvez le suivre dans les intentions de mobilité que l'on publie chaque mois dans le baromètre trimestriel. Vous avez toujours un tiers de cadres qui a l'intention de bouger dans les 12 prochains mois. Voilà, même s'ils ne passent pas tous à l'acte, mais mécaniquement, quand la conjoncture est plus favorable, il y a davantage de cadres qui changent d'entreprise. Une autre question, Gaël? Une question sur laquelle il est peut-être intéressant de s'arrêter avant de passer à la dernière partie, c'est la question des motifs des recrutements. On a parlé de tous ces recrutements, 308 000 recrutements en 2022, comme les prévisions en 2023. Est-ce qu'on regarde les prévisions, les motifs de ces recrutements, et notamment est-ce qu'il s'agit plutôt de création de postes ou de remplacement? Alors, on ne regarde pas dans le détail, mais il y en a quand même cette question de la création peut-être nette de postes cadres sur laquelle on peut s'arrêter un instant, Pierre. Oui, tout à fait. On peut s'arrêter un instant. C'est vrai que c'est une slide que je n'ai pas présentée, mais que vous pourrez retrouver dans les documents. On a, je l'évoquais, donc on a un marché de l'emploi qui est extrêmement fluide, qui est fait à la fois de beaucoup d'entrées, donc les entrées étant constituées de recrutement externe et de promotion interne, mais aussi de sorties, les sorties étant constituées de démissions, de licenciements, mais aussi des départs à la retraite. Bon, les départs à la retraite sont d'une année sur l'autre depuis quelques années assez stables, autour de 50 000, oui, plutôt 40 000 départs à la retraite, pardon, de cadres, bien sûr. Alors, je parle bien de départs de cadres, départs directs de cadres à la retraite, donc ces cadres qui sont en poste au moment où ils font valoir le droit à départ à la retraite. Et à l'arrivée, donc si on déduit
l'ensemble des postes pourvus, recrutement externe, plus les promotions internes déduits des sorties, on a un solde positif de création nette de postes cadres et on était à 80 000 créations nettes en 2022, un niveau élevé. Un niveau élevé, sans toutefois atteindre le niveau de 100 000 qu'on a atteint au début des années 2000, je le rappelle. Mais j'en profite pour souligner que nous n'avons pas connu, enfin le marché de l'emploi cadre dans le secteur privé n'a pas connu de destruction d'emplois depuis 1993. Même en 2009, suite à la crise de 2008, la crise de subprime, le marché de l'emploi cadre avait résisté. Donc, il faut revenir très, très loin pour avoir les dernières destructions d'emplois. Donc, là, nous avons à nouveau, en 2022, un marché fortement créateur d'emplois cadres. Donc, ce qui traduit bien la très bonne santé de ce marché, un marché donc, qui résiste, qui est résilient quelque part. Pourquoi ? Parce que derrière ce marché, il y a des besoins de compétences importants qui sont exprimés, attendus par les entreprises pour soutenir leur développement, pour accompagner leur développement, pour accompagner ces transformations à tout niveau dans l'entreprise, que ce soit les transformations numériques ou d'autres. Une autre question peut-être, où je poursuis donc sur les difficultés et puis donner un éclairage assez succinct sur cette étude inédite qu'on a menée donc, en Europe. Donc, une première slide pour voilà, qui objective, si je puis dire, donc la part des entreprises qui rencontrent des difficultés, qui même les anticipent, puisque c'est un indicateur que nous suivons très régulièrement dans le cadre du baromètre que nous publions. Donc, le prochain sera publié autour du 11 mai prochain. Donc, c'est un baromètre qui mesure à la fois les intentions d'embauche côté entreprise, mais aussi les intentions de mobilité côté cadre. Et cette fois, donc, nous sommes côté entreprise et dans la dernière mesure, nous avions 8 entreprises sur 10 qui déclaraient anticiper des difficultés de recrutement au premier trimestre 2023, donc parmi celles qui envisageaient de recruter, donc, dont une part qui juge que ça va être très difficile. Donc, on voit bien que, et on le voit sur le graphique, c'est quelque chose qui est resté très prégnant tout au long de l'année 2022 et même avant. Et donc, c'est quelque chose qui est très bien installé, qui n'est pas propre à la France. Nous le verrons avec l'éclairage européen. Donc, tous les pays européens sont confrontés à ces mêmes difficultés sur les compétences qualifiées, très qualifiées, les compétences de cadre. Et nous avons même un autre indicateur, puisque en 2022, parmi les entreprises qui ont essayé de recruter, 1 sur 4 ont dû abandonner au moins une embauche. Donc, c'est pour dire que ça peut traduire de sérieuses difficultés dans l'entreprise, reporter certains projets, avoir un impact sur le chiffre d'affaires ou d'autres difficultés possibles. Et on le voit avec un autre indicateur, puisque, et vous l'aurez certainement dans les prochaines enquêtes, notamment le baromètre annuel sur les pratiques de recrutement qui est amené à apparaître d'ici juin, on observe aussi un allongement sur le délai de process de recrutement, puisque aujourd'hui, la dernière mesure qu'on avait l'an dernier, on était sur 11 semaines, délai moyen pour trouver un candidat et pour recruter, alors qu'auparavant, on était plutôt sur 9 semaines. Donc, ça s'est allongé sous cet effet-là assez logiquement. Alors, fort heureusement, les entreprises s'adaptent et procèdent à des ajustements et elles le font sur le salaire, notamment. Donc, vous le voyez sur le graphique ici, donc, puisque
une certaine proportion d'entre elles. Là, on a distingué par taille d'entreprise, donc à la fois les TPE, donc les entreprises de moins de 10 salariés, celles qui sont entre 10 et 249, et les grandes entreprises, les plus de 250. Donc, vous voyez bien que certaines, donc pour faire aboutir le recrutement, seraient prêtes à augmenter le salaire d'au moins 5%, voire d'au moins 10% pour une partie d'entre elles. Vous voyez que la part est quand même significative, puisque chez les grandes entreprises, on est sur un peu plus des 2 tiers, et même chez les plus petites, on est sur plus d'1 tiers. Donc, c'est assez significatif. Et également, augmenter le salaire une fois la période d'essai effectuée. Slide suivante. Alors, les entreprises seraient également prêtes pour faire aboutir ce recrutement à d'autres demandes des candidats. C'est, par exemple, accorder des avantages supplémentaires aux candidats. Donc, là également, vous avez une différenciation selon la taille d'entreprise. Alors, on ne peut pas tout expliquer, hein, pourquoi on a une part plus importante chez les PME que dans les grandes entreprises sur ces avantages-là. Probablement, là aussi, c'est pour certainement attirer, c'est une hypothèse, hein, pour aussi attirer plus facilement, convaincre plus rapidement certains candidats, parce qu'on le sait très bien qu'une PME, elle attire pas spontanément autant de candidats qu'une grande, elle n'a pas une image employeur équivalente. Donc, ce sont des moyens que les entreprises sont prêtes à mobiliser. C'est aussi accepter que le candidat travaille à temps partiel pour certaines d'entre elles, hein, vous le voyez, pour une partie d'entre elles. C'est aussi, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc l'élément télétravail que nous suivons là aussi dans le cadre d'un baromètre annuel, hein, sur les pratiques de management, mais y compris cet élément télétravail, donc, qui fait partie de l'évolution des pratiques managériales, donc l'évolution du mode de fonctionnement du travail avec l'installation du travail hybride. Donc, c'est accepter que le candidat bénéficie de plus de jours de télétravail que ce qui était prévu, donc pour une partie des entreprises. Et c'est aussi raccourcir, voire supprimer la période d'essai, hein, pour une petite partie d'entre elles. Hein, vous voyez, on est sur moins de 20%, moins d'une entreprise sur 5, mais quand même, voilà. Ce sont des données aussi, des indicateurs qui peuvent évoluer dans le temps si les difficultés venaient à perdurer, à persister dans le temps. Donc tout ça, ce sont des éléments qu'on va suivre dans le temps. Donc face à tout cela, face à ces difficultés, bien sûr, il y a une batterie de solutions sur lesquelles on est déjà venu à plusieurs reprises. Et nous avions déjà effectué, je fais juste un éclairage rapide pour, ce sont des travaux que vous pourrez retrouver sur notre site, notamment des travaux qui portaient sur l'attractivité des entreprises et l'emploi cadre, et toute la boîte à outils qui est à disposition des entreprises justement pour pallier ces difficultés, et des éléments sur lesquels on avait déjà beaucoup insisté il y a déjà 2-3 ans, hein, puisque les travaux datent déjà, mais c'est toujours d'actualité, et vous le verrez dans ce qu'on a aussi relevé en menant cette étude européenne. Alors, si on peut passer la slide suivante. Donc, pour venir sur l'étude européenne, avec quelques mots d'introduction pour de contexte. Je regarde le temps, il est 49, donc il faut que j'aille assez vite. Je suis un peu trop bavard, je suis désolé, mais j'espère que ça vous intéresse. Dire pourquoi on a fait cette étude, surtout. La volonté des partenaires sociaux, donc, puisqu'on a un programme annuel qui est validé et acté par le conseil d'administration de l'APEC et par une commission paritaire dédiée complètement aux études. Notre volonté à tous, c'était vraiment d'aller explorer ce qui pouvait se faire en matière d'innovation sur le champ des pratiques de recrutement au-delà du périmètre français. Donc, on a été interroger des entreprises, mais aussi des cabinets, des experts du recrutement,
dans plusieurs pays européens, donc Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Suède et Estonie. Pourquoi l'Estonie? Parce que l'Estonie est qualifiée d'être quand même à la pointe sur des domaines dans le digital. Donc, on s'est dit, il peut y avoir des choses intéressantes dans ce pays-là. Déjà, et au-delà de ça, donc c'était aussi apporter un regard inédit sur ce que sont les cadres du privé, donc au travers des données statistiques dont on peut disposer, notamment celles de la Commission européenne, celles d'Eurostat. Alors, on s'est appuyé sur des données de 2019, puisque c'est la dernière année lors de laquelle le Royaume-Uni était encore intégré à l'Union européenne. C'est pour ça qu'on a pris 2019. Donc, bien sûr, on a catégorisé donc de manière à avoir un périmètre assez comparable, mais ça, c'est la statistique européenne donc, qui nous permet tout cela. Juste relever qu'on a en Europe 3 grands marchés en ce qui concerne les cadres, que ce soit les effectifs, mais aussi les recrutements. C'est le Royaume-Uni, c'est l'Allemagne en numéro 2 et c'est la France en numéro 3. Après viennent la Pologne, l'Espagne et les Pays-Bas. On peut dire que 9 cadres sur 10 résident et travaillent dans la moitié des 28 pays européens. Et les 3 pays que je viens d'évoquer constituent un cadre européen sur 2. Donc c'est pour ça qu'en allant dans ces pays-là, on avait comme une assez bonne photographie de ce qui se passait. Également sur les tensions de recrutement, je l'ai évoqué, tous ces pays-là, tous les recruteurs de ces pays-là sont confrontés à des fortes tensions de recrutement, et ce, indépendamment de la taille du marché. Toutefois, les facteurs qui expliquent ces tensions, c'est une combinatoire, et les facteurs peuvent être très différents d'un pays à l'autre. En Estonie comme en Espagne, on peut avoir des lacunes sur les systèmes de formation. Donc, on ne forme pas assez de personnes qualifiées dans l'enseignement supérieur, et donc on n'a pas assez de jeunes diplômés qui arrivent sur le marché. On peut avoir des problèmes démographiques, comme on a pu trouver en Suède. Et enfin, on a aussi des contextes qui sont différents d'un pays à l'autre, parce qu'on a des concurrences internationales qui s'installent, et des entreprises qui sont parfois obligées d'aller regarder dans d'autres pays pour sourcer et recruter des talents. Enfin, je pense que ça n'est pas présenté, mais vous la retrouvez dans le rapport qui a été publié la semaine dernière. On a des taux d'encadrement qui sont variables d'un pays à l'autre. Donc, le taux d'encadrement, c'est le rapport entre les effectifs cadres et les effectifs salariés. La moyenne européenne est à 20%, 21%. On se situe dans la moyenne européenne avec la France. Alors, c'est en lien, bien sûr, ce taux d'encadrement avec la structure économique et les secteurs d'activité qui sont implantés. Le Royaume-Uni, avec une forte implantation, un fort poids des services, a un taux d'encadrement qui est plus élevé que celui de la France, avec 34%. Le Luxembourg est en tête en matière de taux d'encadrement avec 44%. Pourquoi? Parce qu'on a une forte présence des banques assurances dans ce pays-là. En revanche, si on prend l'Italie, c'est le petit dernier de la classe, si je puis dire, avec 9%, un taux d'encadrement très faible, parce qu'on a une forte présence, faible présence des services à haute valeur ajoutée, ou comme l'Allemagne, avec 18%, là également plus forte présence de l'industrie qu'en France. J'en viens maintenant au dernier éclairage que vous retrouvez dans l'étude, donc sur les pratiques de recrutement. Déjà, premier enseignement, on cherchait des innovations sur les pratiques de recrutement. On n'a pas trouvé de vraies ruptures technologiques en ce qui concerne les pratiques de recrutement. On a plus observé des enrichissements, des approfondissements de pratiques existantes que d'autres choses. Nous avons catégorisé
ces améliorations hein, qu'on a qualifiées de pistes d'inspiration, hein, c'est ça le terme exact, d'inspiration qui peuvent servir d'exemple, de bonnes pratiques à des recruteurs et des cabinets également, autant d'exemples, de bonnes pratiques. Donc, on en a repéré un certain nombre et qu'on a catégorisé en quatre groupes, à savoir en amont des stratégies de long terme en matière de sourcing, tout au long de la chaîne du processus de recrutement, mais c'est aussi comment rendre plus attractive la proposition de valeur lorsqu'on exprime son besoin de compétences, notamment dans l'offre d'emploi, comment se rendre attractif aux yeux des candidats, des postulants. Également, comment optimiser, comment rendre plus efficace tout son processus de recrutement. Et en aval, c'est aussi investir sur les candidats, mais aussi sur des personnes qui ont postulé à un moment donné, mais qui n'ont pas été recrutés, peut-être revenir vers eux dans un second temps, ou d'anciens collaborateurs avec lesquels on a travaillé par le passé et qui pourraient être des candidats potentiels à l'avenir. Alors, quelques éléments pour objectiver déjà cela, c'est sur les stratégies amont, donc au travers de nos travaux récents, une entreprise sur deux l'a déjà fait, le fait déjà. En matière d'attractivité, ce que l'on constate, c'est 4 entreprises sur 10 retravaillent sa marque employeur. Si on regarde le RMI, il y en a quand même 6 sur 10 qui ne le font pas. Et on sait que c'est un élément très, très important. Et ça, c'est la marque employeur. Je ne vous parle pas de la promesse employeur, qui est encore autre chose. Je vous renvoie à un travail que nous avons publié en octobre dernier sur les démissions précoces. Bon nombre de cadres aujourd'hui démissionnent dans les 2 premières années suivant leur embauche parce qu'ils ne sont pas satisfaits du décalage qu'ils observent entre la promesse qu'a tenue l'employeur au moment de l'embauche et la réalité qu'ils vivent 1 an, 2 ans après. Voilà. Donc, il y a beaucoup encore à faire en la matière et bien sûr, la PEC est là pour ça, pour accompagner les entreprises comme les cabinets. Et enfin, sur l'efficacité du processus de recrutement, donc j'ai évoqué les 11 semaines, donc qui traduit bien les difficultés que rencontrent les entreprises, mais aussi certainement des lacunes à combler en la matière, donc pour s'améliorer, pour être plus agile, plus rapide, parce que si on effectue un recrutement aussi long, on laisse échapper des candidats qui pourraient faire l'affaire, qui ont certainement toutes les compétences qui vont aller ailleurs. Donc là aussi, on a observé que seule une entreprise sur 3 a repensé l'entretien de recrutement ou font des ajustements en termes d'expérience. 36% ont déjà dû se retourner vers des profils moins expérimentés que recherchés et 29% vers les profils ayant plus d'expérience. Seulement 29% vers les profils ayant plus d'expérience. J'en profite pour juste ouvrir une parenthèse et que je vais refermer assez rapidement parce que je regarde, il est 17h58. C'est le sujet qui nous est cher à l'APEC, c'est le sujet des seniors, qui me renvoie à différents travaux que nous avons publiés à la fois sur les cadres seniors en poste. Donc, c'est ces personnes qui ont 55 ans et plus qui sont en poste, mais aussi celles qui sont inscrites à Pôle emploi, donc qui recherchent un emploi de cadre. Et s'agissant de ces personnes-là, nous en avons encore aujourd'hui 100 000 sur le marché. 100 000 personnes de 55 ans et plus qui recherchent un emploi de cadre. Alors qu'en face, on a un marché qui est en forte tension de recrutement. Donc, si je puis dire, chercher l'erreur, donc ça traduit bien le paradoxe français où d'un côté, on a des tensions et de l'autre, on a un vivier de compétences disponibles à la main des recruteurs, si je puis dire, dès lors que on a levé tous les freins à l'embauche à l'égard des seniors, enfin des freins, des stéréotypes qu'on a bien identifiés dans nos travaux et que vous retrouverez et bien sûr qu'il faut combattre dès lors qu'il s'agit de l'âge. Et enfin, investissement sur les candidats retenus et non retenus et les postulants, c'est près de 4 entreprises sur 10 qui ont repensé l'expérience candidat. Voilà. Je terminerai juste par 2-3 exemples de pratiques qu'on a repérées dans ces pays-là
alors, certaines, vous allez me dire, ne sont pas nécessairement des découvertes, mais on a trouvé ça quand même intéressant à noter, notamment pour soit peut-être susciter des vocations chez des jeunes ou des personnes en conversion. C'est cette entreprise en Estonie qui a monté un club informatique. Donc, c'est une grande entreprise justement pour et mettre en place des ateliers avec des étudiants, voire des jeunes diplômés ou voire des cadres plus seniors, justement pour les intéresser sur leur métier, mais aussi des métiers qui recrutent. Voilà. C'est aussi sur tout ce qui est proposition de valeur, ce sujet assez important d'attractivité. C'est ces expériences qui sont menées dans des pays comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni avec des packages à la carte qui sont proposés aux candidats. Donc, des packages intégrant des solutions qui existent aussi en France, bien sûr, mais qui vont au-delà de la rémunération avec les éléments logement, voiture, mais aussi tous les éléments connexes proposés aux conjoints et à la famille. Donc, tout ça pour justement attirer le candidat et le recruter, mais aussi le fidéliser. L'élément fidélisation, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je vous renvoie là aussi à une étude qu'on vient de lancer et qui paraîtra à l'automne. Donc, comment justement, quels sont les bons leviers à activer pour fidéliser et capitaliser sur les compétences qu'on vient d'acquérir et de recruter. Voilà, et investir sur les candidats, c'est tout l'enjeu de rester en contact avec eux et aussi les anciens collaborateurs ou d'anciens postulants. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation et je vais prendre peut-être quelques questions. J'entends Gaël qui pianote, donc il a dû répondre à certaines de vos questions. Alors, juste une question pour finir, et puis après, on va arrêter. C'est une question d'actualité. Oui. On a commencé à étudier les conséquences de l'intelligence artificielle sur l'emploi qualifié. Voilà, on va terminer là-dessus. Est-ce que ça peut remettre en question nos perspectives de recrutement dans les années à venir? Alors, je vais rebondir sur cette question posée dans la mesure où hier, c'était la journée nationale de l'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas si c'était national ou mondial, mais en tout cas, c'était une journée sur l'IA, en tout cas. Donc, on en a beaucoup parlé. Vous avez beaucoup entendu sur les ondes, dans les médias et dans les réseaux sociaux, bien évidemment. Et forcément, il y a un chiffre qui nous alerte tous. Je ne sais plus quel cabinet l'a publié, mais 300 millions d'emplois seraient menacés sous l'effet des chatbots, des chats GPT, enfin tous ces outils dont on parle de plus en plus. Alors, on n'a pas fait encore de travail sur ce sujet-là. C'est un sujet à regarder, qu'on commence à appréhender, bien évidemment, à commencer par nous-mêmes, de quelle façon utiliser tous ces outils qui sont à nos dispositions aujourd'hui, qui vont faire partie de la panoplie des outils, comme l'a été l'ordinateur portable il y a quelques années et le numérique plus récemment avec toutes ces nouvelles technologies. Donc, ça va continuer à transformer le métier. J'ai tendance à dire, avec l'équipe métier qui est dédiée dans ma direction à l'observation et l'évolution des métiers cadres et des compétences. Bon, il y a des métiers qui se créent, bien évidemment, mais pas tant que ça. En revanche, la plupart des métiers se transforment. Et les métiers cadres vont continuer à se transformer sous l'effet de ces nouvelles technologies, ces nouveaux outils, bien évidemment. Hier, j'entendais un expert parlant de ChatGPT. J'aimais bien ce terme-là. Bon, ça va être un peu l'exosquelette, l'humain augmenté, augmenter l'humain demain plus qu'autre chose. Est-ce que ça va remplacer totalement? Bon, je ne vais pas vous répondre parce qu'on n'a pas réponse. Il faudrait faire une étude pour cela. Il y a des travaux de prospective à mener. Il faut éveiller. Après, j'ai toujours tendance à dire que l'outil ne remplacera jamais totalement l'humain. Voilà. Ce sera peut-être le mot de la fin. Voilà, c'est un beau mot de la fin. En tout cas, merci pour votre écoute, même si je ne vous vois pas, mais vous m'avez vu, entendu.
Je vous remercie. Je sais que vous avez été nombreux. Je ne sais pas combien vous étiez. Nous avions 220 inscrits et on avait 120 personnes. Vous étiez 120 à nous suivre. Et je vous remercie à nouveau. Vous pouvez continuer à nous suivre, bien sûr, dans toutes nos publications que vous pouvez retrouver à la fois sur le site corporate.apec.fr, je le rappelle. Également, nos outils, j'ai évoqué l'annuaire des métiers, les outils opérationnels que sont le simulateur salaire. Il y a des questions sur le salaire. Nous avons un simulateur salaire sur apec.fr qui font partie de ces outils opérationnels qui apportent des repères, des informations qui sont précieuses pour vous aider dans les process de recrutement. Un outil qui s'appelle aussi DataCadre, qui permet de se projeter sur le marché, sur un territoire et sur un métier. Un outil qui est pour l'instant en interne, mais qui est amené à être déployé en externe sur apec.fr. C'est un simulateur sur les parcours professionnels, pour ne pas dire autrement, les trajectoires. Donc, comment on évolue d'un métier à l'autre avec les passerelles en matière de compétences, bien évidemment. Donc, voilà. En termes de prochaines publications, donc j'ai évoqué le baromètre trimestriel intention de recrutement de mobilité, ce sera autour du 11 mai. On aura un peu auparavant un portrait assez inédit sur les cadres travaillant dans les PME. Voilà. Et puis des publications qui vous intéressent assez directement. Donc, le baromètre annuel sur les pratiques de recrutement qui sera je me tourne vers Gaël. C'est le 20 mai. Voilà, merci Gaël. Et enfin, le baromètre rémunération que j'ai évoqué, donc vers la fin juin. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Belle fin de journée, belle fin de semaine et à très bientôt. Et merci Gaël. Et merci à toute l'équipe de support, puisque j'ai 3 personnes en face de moi que vous ne voyez pas, mais tout un back-office pour faire en sorte que ça marche bien. Et c'est grâce à toute cette équipe que nous sommes là. À très bientôt.